Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans un nouveau point lecture avec cette fois 4 titres à vous présenter, dont 3 LC. Donc on commence tout de suite avec Parle du chocolat de Cass Lester, publié chez Castlemore. Donc ici on suit Jazz, une jeune fille, donc ça se passe en Angleterre, qui va se lier d'amitié grâce tout bêtement à des carrés de chocolat et à des loukoums avec Nadima, une jeune fille qui est venue vivre en Angleterre alors qu'elle est d'origine de la Syrie. Donc elle est venue avec sa petite sœur, je ne sais plus si elle a juste une petite sœur ou également un petit frère je crois, et ses parents. Et on va la suivre dans cette intégration dans une école et un pays dont elle ne connaît pas forcément les us et coutumes, au fait que elle ne parle pas correctement, entre guillemets, qu'elle ne parle pas aussi bien l'anglais qu'une anglaise, on va dire ça comme ça, mais ce qui est logique aussi. Et Jazz va se lier d'amitié avec elle au fur et à mesure des jours. Elles vont trouver de façon plus facile comment communiquer. Jazz va lui apprendre pas mal de nouveaux mots. Et voilà, on va suivre toute cette histoire d'intégration de cette jeune Nadima, de ce qu'elle a pu vivre, des difficultés qu'elle peut rencontrer en Angleterre, de Jazz et de son quotidien à l'école, parce que Jazz souffre de dyslexie, et du coup les choses ne sont pas non plus simples au quotidien pour elle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Sylvie, c'est pareil, on a beaucoup aimé, les chapitres sont méga courts. Alors par exemple on vous montre une façon qu'elles ont trouvé de communiquer, j'ai trouvé ça trop chou, c'est avec plein de smileys. Donc elles communiquent par smiley pour se faire comprendre au tout début. Les en-têtes de chapitres sont présentées comme ceci. L'intérieur est comme ça. La police d'écriture est quand même relativement grosse et aérée chez Castlemore comme d'habitude. Mais je me suis beaucoup attachée à Jazz. Je me suis beaucoup surtout attachée à Nadima. On a aussi la... je sais plus les prénoms en tête. La meilleure amie de Jazz avant l'arrivée de Nadima qui s'appelle... Jazz vit avec ses parents et ses 2 ou 3 grands frères, je ne sais plus. Donc Jazz et Lily sont meilleures amies depuis des années, mais il y a également Cara, il y a Clara, Chloé, je ne sais plus le nom de la dernière, qui sont tout le temps avec elle, et Cara essaye d'attirer l'attention de Lily sur elle plutôt que sur Jazz. Et on va vraiment suivre leur scolarité au quotidien, leurs amitiés, leurs disputes, leurs espoirs, leurs déboires, l'intégration, la solitude, la solidarité, tout un tas de choses, la maladresse de Jazz à certains moments, où en fait elle fait la chose qu'il ne fallait pas faire, mais que ça partait tellement d'un bon sentiment qu'elle n'a pas compris Jazz que ce qu'elle allait faire c'était pas bien en fait, ou que ça pouvait blesser. Et j'ai vraiment aimé comment c'était traité, c'est franchement une super belle lecture. Voilà, après c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une excellente lecture. Et je pense que ça va mettre dans les mains des plus grands nombres. Donc je ne sais pas si c'est précis à partir de quel âge. Non, je dirais à partir de 10 ans. Ouais, à partir de 10 ans, il n'y a rien de particulièrement violent, de particulièrement sombre. C'est une histoire d'amitié avec une personne qui vient d'un autre pays et qui au début ne s'exprime pas couramment dans la langue du pays où elle vient vivre. Voilà, c'était vraiment une très belle histoire et je peux que vous la recommander. Et puis on y parle entre autres chocolat, loukoum, etc. Donc c'était bien sympa. Ensuite avec Omblin, nous nous sommes lus le tome 2 de Rebecca Keane, Pacte de sang de Cassandra O'Donnell, ici chez J'ai lu dans leur ancienne collection Darklight. Comment vous dire ? Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'aime les écrits de Cassandra O'Donnell, à quel point j'aime sa plume, j'aime son humour. Et Rebecca m'avait royalement manqué. Et je m'en étais peut-être pas rendu compte à ce point. C'est vrai que j'avais lu le tome 1 il y a un bon moment maintenant, et ce tome 2, mais c'était un pur régal que de replonger dedans. Malgré que le tome 1, ça fasse un moment que je l'avais lu, que je n'avais plus tout en tête, je n'ai pas été perdue parce que l'auteur arrive toujours à nous faire nous resituer dans le contexte et dans les événements qui se sont passés précédemment sans pour autant faire un rappel avec écrit rappel du tome précédent ou quoi que ce soit. Et ça a été un pur moment de régal que de me plonger dans ce tome 2 qui est pourtant bien épais, il fait 575 pages de mémoire. J'ai tout aimé. J'adore Rebecca, j'adore Leonora, Bruce, Raphaël, j'aime beaucoup Bess et les autres loups, je n'ai plus tous les noms en tête. Dans ce tome il se passe énormément de choses, mine de rien, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'événements.
On a également l'ex de Rebecca, donc Michael, qui refait surface. Pour de bonnes ou de mauvaises de mauvaises choses, ce sera à vous de le découvrir. Mais j'aime toujours autant le duo Rebecca-Raphaël qui moi personnellement me vend du rêve. Il y a énormément d'humour. Moi plusieurs fois je me suis bidonnée pendant ma lecture. Je pense qu'Ombline ça doit être à peu près pareil. C'est un livre hyper addictif, ça se lit tout seul malgré son épaisseur. Bon après c'est pas écrit tout petit non plus hein, donc ça facilite les choses. Il y a quand même beaucoup de dialogues ce qui permet une lecture rapide, fluide et super dynamique. Ce qui n'enlève rien au charme de cette série. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire le tome 2, mais une chose est sûre, je ne vais pas attendre 3 ans pour lire les tomes 3, 4, 5, 6, puisque j'ai tous dans ma pile à lire en plus, donc j'ai aucune excuse là-dessus. Mais si vous aimez la bitlit, sans qu'il y ait 150 scènes de fesses ou des scènes de fesses, pardon, hyper détaillées sur je sais pas combien de pages, je pense que cette série pourra vous plaire. On a des vampires, des sorciers, des loups-garous, on a tout un tas d'autres choses également. Et Cassandra O'Donnell n'aime pas écrire les scènes de fesses, clairement, j'en ai parlé plusieurs fois avec elle. Donc quand il y a des scènes de fesses, il y en a peut-être 2 ou 3 grand maximum dans le roman et ça fait la taille d'un paragraphe quoi. Donc c'est vraiment très expéditif, on va dire, on nous fait bien comprendre hein, qu'ils vont faire des choses mais on s'attarde pas du tout dessus. Donc moi qui en ai marre des scènes de fesses détaillées en long, en large, en travers, c'est juste parfait. Et si vous n'aimez pas ce type de scène, ou que vous n'aimez pas en tout cas que ce soit trop répétitif, pardon, ou que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, vous n'aurez absolument pas ce problème dans cette série. Si vous aimez, oui, comme je vous disais, toutes les créatures fantastiques, la bitlit, et que vous aimez l'humour, franchement cette série elle est juste génialissime et je peux que vous encourager vivement à la découvrir si ce n'est toujours pas le fait. Parce que ces livres, c'est franchement des petites pépites et des purs moments de bonheur. Ensuite, je vais vous parler de Grup de Yves Grevet, publié chez Syros, que j'ai lu en lecture commune avec Sylvie. Enfin, lui est un bien grand mot. Voilà. J'ai lu jusqu'à la page 198. Il fait... que je ne dise pas de bêtises... Donc 198 pages sur 521, donc j'ai lu quand même plus d'un tiers du roman et malheureusement je n'accroche pas du tout. Et j'en ai parlé avec Sylvie, donc Sylvie va le finir mais ça sera pas une priorité pour l'instant, elle le met en pause. Et moi j'abandonne là, je n'arrive pas à rentrer dans l'univers. Je n'arrive pas du tout au bout de presque 200 pages à savoir où est-ce que l'auteur veut en venir. L'univers est très bizarre, très spécial. On n'avance pas en fait dans l'intrigue, on ne sait, je vous dis à 200 pages, je ne sais toujours pas vers quoi l'auteur veut nous orienter en fait. Je m'ennuie profondément, alors quand je suis dedans, oui, ça se lit en même temps, voilà. C'est Syros, c'est écrit avec il y a une grande marge, une grosse police d'écriture, donc oui, ça se lit. Maintenant, étant donné que je n'arrive pas à rentrer dans l'univers, je n'arrive à m'attacher à aucun personnage, que ce soit le personnage principal, donc c'est Stan ou son frère Scott, que ce soit ses parents, les amis de Scott, je m'attache à personne. En fait, c'est trop... comment dire? Je ne sais même pas comment parler. On ne rentre pas vraiment dans ce que les personnages peuvent ressentir, à part un petit peu pour Stan, et encore je trouve que c'est fait d'une manière assez distante, ce qui fait que je ne ressens aucune émotion pendant ma lecture. Je ne sais pas où l'auteur veut en venir, et du coup je m'ennuie pendant ma lecture. Donc j'avais vraiment envie d'aimer ce livre, en plus je l'avais acheté à Montreuil, il est dédicacé. Et malheureusement ça ne le fait pas, je n'arrive pas, dès que je l'ai posé, je n'ai plus envie d'y retourner en fait. Là il est posé depuis plus d'une semaine et je n'ai aucune envie de retourner dedans. C'est pour ça que j'ai pris donc la décision de l'abandonner. Donc je vais vous lire vite fait le résumé pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, parce que je ne sais même pas comment vous le résumer en fait. Mettez-vous à la place de Stan. Grâce à l'implant Long Life, comme tous ses amis et ses proches, il ne craint ni la maladie ni les accidents et peut atteindre l'âge de 100 ans en menant une petite vie tranquille. Est-ce que ça ne donne pas envie? Maintenant, essayez de penser comme Scott, le grand frère de Stan. Voulez-vous vraiment que vos battements de cœur soient contrôlés à tout instant, vous sentir traité comme un être irresponsable, fragile et que l'on décide à votre place ce qui est bon pour vous? Si la liberté et la part du hasard valent plus à vos yeux que votre sécurité, faites-le savoir, rejoignez le groupe. Et voilà.
C'est pendant 200 pages, je vous dis, on n'avance pas dans l'intrigue, on ne voit même pas le début d'un chemin sur ce que l'auteur veut décrire à travers ce livre, là où il veut nous emmener. Et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous, comme sur tous les autres titres que je présente dans cette vidéo, hein. Mais c'est vrai que là, étant donné que j'ai vraiment pas accroché, j'aimerais bien savoir pour ceux qui l'ont lu, si vous êtes comme moi, que vous êtes resté assez distant avec ce livre, ou si au contraire vous avez été captivé, qu'est-ce qui vous a captivé dedans. Voilà. Donc pour ma part, malheureusement, j'enlève mon marque-page et ma lecture s'arrête là. Et si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est en vente sur la boutique. Donc voilà. Et là, je suis la première déçue de ne pas avoir accroché, mais c'est comme ça. Et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo est le livre Joker que j'avais pu choisir chez Michel Lafon. Donc on a Un cœur pour deux de Shimon Plotza, donc aux éditions Michel Lafon. Donc ici on y suit Marlo, une jeune fille de 17 ans qui vit avec son frère Pip et sa mère. Leur mère est végane et militante. La boutique de leur mère se trouve juste à côté de la boutique d'un boucher. Donc, comment vous dire qu'il va y avoir des frictions entre les adultes, mais aussi entre les enfants, parce que le boucher a un fils qui se nomme... je ne sais plus, quand je vous dis que j'ai des problèmes avec les prénoms, Léo. Et la particularité surtout de Marlo, c'est que Marlo a eu des gros problèmes au niveau du cœur et qu'elle a subi une greffe. Si cette greffe n'arrivait pas rapidement, elle aurait pu mourir. Heureusement, ou malheureusement, selon de quel côté on se situe, elle a eu un don d'organes, donc elle a pu être sauvée. Et elle va devoir apprendre à retourner au lycée et à vivre avec ce cœur qui bat en elle, mais qui n'est pas le sien initialement, qui est le cœur d'une personne qui, pour qu'elle vive, la personne qui lui a donné ce cœur, elle est décédée. Elle veut à tout prix essayer de rencontrer la famille du donneur. Alors ça se passe aux États-Unis, donc c'est pas du tout la même législation qu'en France. Là-bas, ils ont la possibilité d'écrire des lettres. En tout cas, c'est ce qu'indiqué dans ce livre, donc je pense qu'il y a quand même eu des recherches d'effectuer. Donc elle a la possibilité de donner des lettres au corps médical qui lui ont sauvé la vie et qui la suivent pour la famille du donneur. Et après, c'est la famille du donneur qui choisit ou non de prendre contact avec la personne ou les personnes ayant reçu les organes de la personne défunte de leur côté. Malheureusement, ces lettres n'ont pas de réponse. Le corps médical lui explique que chez certaines personnes, ça peut prendre plus de temps que ça avant qu'ils acceptent de donner signe de vie, puis que dans certains cas, malheureusement, à aucun cas, ils ne veulent rencontrer les personnes. Ce que je pense, c'est compréhensible d'un côté comme de l'autre. Quelque part, Marlo, elle a besoin de savoir à qui appartenait le cœur qui bat en elle, ce que la personne aimait, ce que la personne détestait, comment elle était... Enfin, tout un tas de choses comme ceci. Et je peux aussi comprendre que de l'autre côté, on n'a pas spécialement envie de raviver la douleur. Et que dans un premier temps, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'avancer et de faire face à un deuil. Je trouve que c'était assez compliqué et pour la famille du donneur et pour Marlo. Marlo, dont sa mère essaye un peu trop de lui dicter tout ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle ne doit pas manger, ce qu'elle doit accomplir ou non. Alors je veux bien qu'elle a pensé perdre sa fille, qu'elle ne veut pas que ça se produise, qu'elle veut que ce qui est bien pour elle. Mais Marlo, au final, on a l'impression qu'elle n'a pas son mot à dire et que quand elle donne sa version des faits et ce qu'elle a envie de faire, on n'écoute pas en lui disant clairement « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Marlo a 17 ans, elle a pas 7 ans, c'est pas une gamine, elle sait prendre des décisions réfléchies. Même si des fois elle va nous prouver qu'elle réagit aussi à une impulsion et qu'elle cède à l'instinct qui n'est pas toujours la meilleure chose à faire, mais bon, c'est une adolescente après tout. Et j'ai quand même beaucoup aimé cette histoire. Faut dire que sur le premier quart, j'étais moyennement emballée, on va dire. Le premier quart, je m'ennuyais un peu, je trouvais qu'on n'avançait pas trop dans l'histoire, qu'on était beaucoup centré sur le retour à la scolarité normale de Marlo et sur ses états d'âme que sur le reste. Et puis je sais pas, il y a un moment donné, il y a un tournant qui se fait et les choses vont s'enchaîner, on va découvrir beaucoup plus de choses, que ce soit sur Marlo, son entourage, des gens avec qui elle va se lier d'amitié alors qu'on pensait pas spécialement qu'elle se lierait d'amitié avec eux. On va voir les espoirs, surtout les désillusions de Marlo. Qu'est-ce que ça implique pour elle de ne pas savoir à qui appartient ce cœur? Qu'est-ce que ça implique pour elle et qu'est-ce qu'elle ressent quand elle voit que
ce qu'elle ressent ou ce qu'elle a envie de faire, on ne l'écoute pas au final. Et j'ai trouvé que c'était quand même une histoire relativement touchante. On a aussi Léo qui de son côté est un peu, on va dire, le clown de service quand il s'y met, mais qui cache aussi d'autres choses. On a Pipe également qui est une boule d'énergie, une boule de bienveillance et une boule de bonne, qui donne une bonne dose, comment dire, de bonheur, de joie. Et je trouve que les personnages sont drôlement bien combinés ensemble pour nous faire vivre pas mal d'émotions tout au long de notre lecture. Et ça a été vraiment un plaisir de découvrir ce titre. En plus, la rencontre avec une végane et le fils d'un boucher, comment vous dire que ça promet des retournements de situation et des scènes assez drôles par moments, faut être honnête. Il y a des passages qui m'ont quand même bien fait rire. Et voilà, c'est pas que une histoire, c'est pas une histoire pour vous tirer les larmes, c'est pas une histoire pour vous dire oui il faut être vegan ou non il faut manger de la viande. Non, chacun ses idées, chacun campe sur ses idées, mais on nous montre les deux aspects. Voilà, ça prend pas parti d'un côté ou de l'autre, et ça déjà c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, parce que souvent quand le thème est abordé, on prend parti soit d'un côté, soit de l'autre. Et moi ça... Alors on peut prendre parti, mais il faut pas que ce soit moralisateur, sinon moi clairement je referme le bouquin et ça je m'arrête là en fait. Moi les livres moralisateurs, je déteste ça. Et là tout est, que ce soit ça ou le côté de la maladie, du don d'organes, etc. Tout est fait avec justesse et franchement avec brio pour le coup. Donc je vous dis, hormis ce premier quart où voilà, j'étais pas spécialement à fond dedans, où quand je le posais j'y retournais pas particulièrement tout de suite. Mais une fois ce quart passé, j'ai franchement passé un excellent moment de lecture avec ce livre et je vous le recommande vivement. Il fait 396 pages. 395 pages, pardon. Et c'est une belle histoire à découvrir, honnêtement. Donc je pense que c'est un livre young adulte, donc je pense qu'à partir de 15-16 ans, il peut être lu facilement. Et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément beaucoup abordé, quelqu'un qui reçoit un don d'organes. Et je trouve que ça a été fait de façon plutôt très réussie. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous disais tout à l'heure, si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si au contraire ils vous font pas du tout envie. N'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires et je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite un agréable mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.